sans parler des abcès obstétricaux. Donc, tout ça, c'est connu que le palu, c'est 216 millions de cas dans le monde, selon le rapport de 2011, et que l'Afrique subsaharienne totalise à peu près 90% de la charge mondiale de morbidité et de mortalité. Et 25 millions de femmes enceintes sont exposées selon l'OMS. Au Sénégal, il y a eu des études qui ont été faites pour évaluer l'indice plasmodique chez les femmes enceintes et qui ont été publiées à travers des thèses, notamment à Dielmo, où cet indice plasmodique était de 56%. Une autre étude qui a été faite en 1995 montrait une prévalence donc de l'infection chez la femme enceinte de 4,5% qui a été faite par l'équipe de parasitologie de l'Université de Dakar. L'association paludisme et grossesse est responsable d'une lourde mortalité maternelle avec 10 000 décès par an, une morbidité et une mortalité élevée associées au faible poids de naissance, que ce soit par retard de croissance intra-utérin ou bien par prématurité. Il est admis que le paludisme est responsable à peu près de 8 à 14% de faible poids de naissance et de 3 à 8% des décès avant un an, selon l'OMS. En ce qui concerne le mécanisme de l'atteinte fœtale, il existe un coupable que vous connaissez bien, c'est le Plasmodium falciparum, qui est la forme la plus fréquente, puisqu'on a d'autres types de Plasmodium, malarié, vivax, ovalé. Le Plasmodium étant le coupable, et la victime sera nécessairement, au cours de la grossesse, et le placenta et le produit de conception. Le fœtus peut être atteint de deux façons. De façon indirecte, s'il existe des altérations placentaires qui vont gêner les échanges entre la mère et le fœtus, ou bien un passage du parasite à travers le placenta qui va infecter directement le paludisme. On peut continuer. Donc, un coupable, le Plasmodium, et deux victimes, le placenta et le fœtus. Le placenta qui est atteint de façon directe, on verra après quelles sont les conséquences de cette atteinte placentaire. Le fœtus de façon indirecte par le biais des lésions placentaires ou de façon directe par une atteinte parasitaire directe. Qu'est-ce qui va se passer au niveau du placenta? Vous aurez une séquestration placentaire du parasite, du Plasmodium falciparum, une accumulation d'érythrocytes parasités dans la chambre intervilleuse, une infiltration par des cellules inflammatoires, une libération de médiateurs pro-inflammatoires. Nous verrons l'importance de tout cela dans la pathogénèse des troubles qui sont observés chez le fœtus. Le tout est responsable d'altérations pathologiques et de perturbation des échanges photoplacentaires ainsi que du transport des nutriments. Et quand on étudie sur le plan histologique le placenta, on retrouve la présence de leucocytes et de parasites dans l'espace intervilleux, mais également la présence de pigments malariques dans les macrophages qui signent souvent une infection active. Il est retrouvé également des dépôts de fibrines et de trophoblastes, une prolifération de cellules cytotrophoblastiques et un épaississement de la membrane basale trophoblastique. Une théorie qui a été quand même très galvaudée et qui est étudiée, c'est la théorie de la cytoadhérence. Les hématies qui sont parasités vont adhérer à l'endothélium vasculaire par le biais de prolongements qu'on appelle les NOPS. Il existe des récepteurs au niveau de l'endothélium vasculaire sur lesquels vont s'agripper, vont adhérer ces parasites qui sont infectés. Et ces parasites infectés vont adhérer les uns aux autres, leurs membranes les uns les autres, comme on le voit ici, et cette agglutination va gêner la microcirculation au niveau placentaire.
Il existe également des phénomènes d'adhérence entre les globules rouges qui sont infectés et les globules rouges qui sont non infectés, déterminant le phénomène de rosette. Donc, ces phénomènes d'agglutination des parasites, des globules rouges qui sont infectés et des globules rouges qui sont non infectés, ainsi que l'adhésion de ces globules rouges infectés au niveau de la membrane endothéliale va entraîner une obstruction des capillaires au niveau placentaire et va ralentir la circulation, entraînant souvent des ischémies de certaines parties du placenta. Donc c'est un phénomène qui est très étudié, qu'on appelle le phénomène de cytoadhérence au cours du paludisme. Ici, c'est la structure un peu de la membrane, de la protéine de membrane au niveau de l'érythrocyte qui est infecté. Je ne vais pas insister dessus, c'est très complexe. L'autre phénomène qui est observé au cours du paludisme, en dehors de ces phénomènes de cytoadhérence qui vont gêner la circulation placentaire et créer des phénomènes d'hypoxie, c'est une action de l'infection placentaire sur le taux d'IGF. On connaît l'IGF, c'est l'insuline growth factor, donc qui est un facteur tissulaire de croissance fœtale. Et des études ont montré qu'au cours de l'infection au palus, et surtout quand il y a une augmentation des protéines inflammatoires, il existe une baisse significative du taux d'IGF chez les patients qui ont une infestation parasitaire avec présence de polynucléaires. Cette baisse du taux d'IGF est légèrement moins importante, elle existe, mais elle est légèrement moins importante quand il y a une infection sans prolifération de polynucléaires et sécrétion de cytokines. Donc ça veut dire que cet envahissement de l'espace intervilleux par des polynucléaires et des cellules inflammatoires, cette sécrétion de cytokines joue un rôle important dans la baisse de la production de facteurs de croissance d'IGF-1, et on connaît le rôle de facteur de croissance dans la croissance fœtale, et on va y revenir dans les mécanismes de retard de croissance intra-utérin. Et cette étude a montré que quand on compare les femmes qui sont infectées, le taux d'IGF-1 est réduit de 28% dans le plasma quand il existe une infection au Plasmodium falciparum associée à une inflammation. Et cette réduction des IGF est de 25% chez les nouveau-nés, donc, et cette réduction est très significative. L'autre élément qu'il faut retenir également, c'est que la parasitémie placentaire, qui est important, parce qu'il faudrait que les thérapeutiques prophylactiques agissent sur cette parasitémie placentaire, diminue au fur et à mesure des grossesses. Donc plus la parité augmente, moins on a de parasitémie placentaire. Quelles sont les conséquences fœtales et néonatales du paludisme? Je pense qu'on en avait parlé tout à l'heure un peu. Il s'agit de l'avortement qui concerne les obstétriciens, la mortinaissance, le faible poids de naissance, le retard de croissance intra-utérin, la prématurité, le paludisme congénital et la mortalité néonatale. En ce qui concerne le faible poids de naissance, vous voyez que des études africaines ont montré que la part du paludisme dans la survenue du faible poids de naissance varie entre 5 et 26%. Donc le paludisme a une part importante dans la survenue du faible poids de naissance. Ça veut dire que si on agit de façon prophylactique sur la survenue du paludisme, on peut réduire en partie la prévalence du faible poids de naissance. C'est vrai qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir, sur lesquels il faut agir, mais ici, c'est un facteur qui peut être modifiable. Deuxièmement, je reviens également sur le rôle de la présence de polynucléaires dans l'espace intervilleux et son association avec le faible poids de naissance. Vous voyez que quand il existe
une infiltration de polynucléaire dans l'espace intervilleux, si elle est modérée, le risque n'est pas tellement significatif, mais il est de 1,3%, donc de survenue de faible poids de naissance. Par contre, si cette infiltration est massive, le risque est multiplié par 4 et de façon significative, puisque vous voyez que l'intervalle de confiance ne contient pas la valeur P. Là également, c'est la relation qui pourrait exister entre l'infiltration de polynucléaires, la présence de pigments, donc beaucoup de facteurs. Ici, la parasitémie dans le sang périphérique et la survenue du faible poids de naissance et la prématurité. Dans cette colonne, vous avez le retard de croissance intra-utérin. Ici, vous avez la prématurité. Et vous voyez ici, dans une infiltration modérée de polynucléaires, le risque est pratiquement multiplié par 2, alors que si l'infiltration elle est massive, elle est multipliée par 7. Il en est également de même quand vous prenez par exemple la parasitémie périphérique, quand elle est inférieure à 10%, nous avons un risque de 1,1, un ordre ratio de 1,1, mais qui n'est pas significatif, donc par rapport au retard de croissance intra-utérin, alors que si cette parasitémie est très importante, le risque est multiplié par 4 et de façon très significative. Donc, ce sont des éléments qui vous permettent un peu de comprendre un peu le rôle de l'inflammation et le rôle de certaines substances qui sont sécrétées par le parasite dans la survenue du faible poids de naissance. Donc, si on voit bien les choses, on voit que le retard de croissance intra-utérin est dû non seulement à un défaut, à une gêne à la perfusion placento-fœtale, parce qu'il y a une gêne dans la microcirculation par les phénomènes de cytoadhérence, mais également l'infiltration en cellules inflammatoires, mais également la sécrétion de substances, donc de protéines inflammatoires ou bien de pigments malariques, joue un rôle important dans la survenue du retard de croissance intra-utérin. Ici, c'est une étude qui montrait un peu la différence entre les taux de cytokines chez une mère exposée au paludisme au cours de la grossesse par rapport à une mère qui n'était pas exposée. Et vous voyez que le taux d'interleukine 10, d'interleukine 2, l'IFN, l'interféron gamma, le TNF-alpha était significativement plus élevé chez ces patients qui étaient exposés au paludisme. Là également, c'était pour vous montrer la relation qui existe entre le taux d'IGF-1 et la survenue d'un retard de croissance, d'un faible poids de naissance, d'un retard de croissance intra-utérin. Normalement, le poids de naissance est positivement corrélé au taux d'IGF-1. Donc, c'est une relation qui est positive. Alors que quand vous avez un patient, une patiente qui est parasitée, donc, et qui a une infiltration de polynucléaires, vous voyez que le taux d'IGF-1 est très abaissé. Elle est moins abaissée quand il existe une présence de polynucléaires dans l'espace intervilleux. Donc cette présence de polynucléaires chez une mère qui a un placenta parasité est associée à une baisse de l'IGF-1 et la survenue de retard de croissance intra-utérin. Donc c'est ce que je vous avais montré avant. Donc ça veut dire que l'explication du retard de croissance intra-utérin, comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est des problèmes de la microcirculation, mais également des problèmes de sécrétion de protéines inflammatoires, pro-inflammatoires et d'infiltration de cellules inflammatoires au niveau du placenta. Dans cette étude, on retrouve la corrélation entre certains paramètres biologiques et la survenue de la prématurité ou du retard de croissance intra-utérin. Et vous voyez ici, quand il existe une parasitémie maternelle dans le sang périphérique, dans le cordon, vous avez un risque 3 fois élevé d'avoir une naissance prématurée. Après ajustement, le risque reste constant. Quand il existe une parasitémie placentaire,
vous avez un risque multiplié par 2 d'avoir un enfant qui va naître avec une prématurité et un retard de croissance intra-utérin. Ici, vous avez également d'autres facteurs qui interviennent, l'éducation, donc ce sont des facteurs de confusion, l'accouchement en saison pluvieuse, etc. Donc ce sont des facteurs dont il faut tenir en compte, donc qui ont été des variables d'ajustement. En ce qui concerne le retard de croissance intra-utérin, c'est la parasitémie ou bien les manifestations cliniques du paludisme en anténatal qui sont significativement associées à la prématurité et au retard de croissance intra-utérin. Et après ajustement, ce risque est multiplié toujours par 5. Donc, dans cette étude d'Okoko, la conclusion, c'est que la parasitémie placentaire est significativement associée à l'accouchement prématuré et au retard de croissance intra-utérin. Et ce risque de faible poids de naissance est multiplié par 4 quand il existe une parasitémie placentaire. L'autre élément qui a été retrouvé, c'est qu'il existe une réduction de 320 grammes du poids de naissance quand vous avez une parasitémie placentaire, une infection placentaire du placenta. Ici, c'était pour montrer un peu la fréquence de l'insuffisance pondérale par infection paludéenne en fonction des grossesses. Et vous voyez que lors de la première grossesse, la prévalence du faible poids de naissance est beaucoup plus importante que lors de la deuxième et la troisième grossesse. Donc ça nous ramène au slide que je vous ai montré pour vous montrer que la parasitémie est moins importante en fonction du nombre de grossesses. Dans cette étude, c'est pour signaler un peu que le risque de faible poids de naissance augmente avec le nombre le risque augmente avec le nombre d'épisodes d'infestation au cours de la grossesse. Quand vous avez un épisode d'infestation palus, le risque est de 1,6. Alors que quand vous avez 2 épisodes d'infestation, le risque est multiplié par 2. Le risque est également beaucoup plus élevé quand l'infestation se fait au 2e trimestre ou au 3e trimestre et à l'accouchement. Avec successivement une prévalence de risque de 1,71, de 1,55 dans le 3e trimestre et à l'accouchement. En ce qui concerne le paludisme congénital, parce que nous avons parlé des conséquences indirectes de l'infestation placentaire, donc qui va expliquer le retard de croissance intra-utérine ou la prématurité, mais il existe des conséquences directes ou mixtes, puisque le paludisme congénital va subir des conséquences directes par une infestation directe du parasite et les conséquences indirectes par une infestation du placenta qui va entraîner des perturbations au niveau mucocirculatoire. Ce paludisme congénital il est rare en zone d'endémie, puisque la mère est porteuse d'une haute immunité, même si la parasitémie est élevée. Je pense que nous tous nous avons constaté qu'il est rare de diagnostiquer un paludisme congénital dans notre exercice. Et cette prévalence est évaluée entre 0 et 0,7%. Parce qu'il y a des études qui n'en ont pas trouvé. En revanche, au Kenya, donc nous sommes toujours dans la fourchette, cette prévalence est de 0,35%. En Tanzanie, des chiffres plus élevés sont retrouvés, qui est de 19%. Le paludisme congénital est perçu sous 2 angles, soit c'est un paludisme congénital infestation, nous avons une parasitémie qui est asymptomatique chez le nouveau-né, et il faut rappeler que pour faire le diagnostic de paludisme congénital, il faut retrouver le parasite chez la mère, le placenta et le nouveau-né. Il s'agit du même parasite. À côté du paludisme congénital d'infestation, qui est un peu plus fréquent, vous avez le paludisme congénital maladie avec une symptomatologie qui est polymorphe, qui est non spécifique, et je pense qu'Arama vous a montré les manifestations cliniques de l'infection néonatale, on peut s'y retrouver également. Ça veut dire que dans le diagnostic différentiel d'une infection néonatale, on peut être amené à envisager le diagnostic d'un paludisme congénital, puisque vous pouvez avoir même des signes systémiques. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce paludisme congénital, même s'il est rare, quand il survient,
elle est grevée d'une lourde mortalité qui est environ de 50%. La moitié des patients décèdent. Donc là, c'était pour rappeler les critères du diagnostic du paludisme congénital. Les manifestations cliniques ont été revues à travers cette étude, je ne vais pas insister, et vous voyez réellement que les signes ne sont pas spécifiques. Ces signes peuvent être retrouvés dans n'importe quelle pathologie grave néonatale, donc il faut savoir y penser en zone d'endémie. Il ne faut pas compter sur l'existence d'une fièvre chez un nouveau-né. Vous avez parfois des hypothermies. Je pense qu'il faudrait essayer de plus en plus de faire des gouttes épaisses. Et le docteur Kamaï ne me contredirait pas parce qu'ils ont fait des études sur le paludisme congénital. Ils ont retrouvé vraiment des gouttes épaisses positives à des proportions très importantes. Donc c'est en cours de publication. Quels sont les principes de la prévention du paludisme? Bon, je ne vais pas trop insister parce que le professeur Moreau va en parler. Bon, on parle de soins prénatals focalisés, de qualité, éducation, donc centrés sur les besoins du patient, mais c'est au cours des consultations prénatales qu'on va délivrer les messages pour la prévention du paludisme. Dormir sous moustiquaire imprégné d'insecticides ou bien recevoir un traitement préventif intermittent à la sulfadoxine pyrimétamine. Nous allons voir pourquoi ces deux éléments, quelle est l'efficacité à travers des études, des résultats d'études, des études qui ont été menées, des données factuelles. La sulfadoxine pyrimétamine, je ne vais pas insister, vous connaissez ça. Donc, c'est la combinaison de deux médicaments qu'il faut éviter au cours des 16 premières semaines de grossesse. Parce que c'est un sulfamide, on le connaît. Il y a un sulfamide qui est dedans et ces sulfamides peuvent interférer avec le métabolisme de l'acide folique. Et tout le monde connaît la relation qui existe entre le déficit en acide folique et la survenue d'anomalies du tube neural. Donc, c'est difficile d'avoir la gestation chez nous. C'est pourquoi, dans les programmes, on dit qu'il faut attendre l'apparition des premiers mouvements actifs photo pour commencer à administrer cette sulfadoxine pyrimétamine. Ici, ça vous reproduit la courbe de croissance en intra-utérin. Je pense que Jean-Pierre en a parlé. Il a beaucoup insisté parce qu'il y a une phase lente et puis qui comporte la phase d'embryogenèse jusqu'à 20 semaines. Et il y a une phase qui est très active. Et dans cette phase, il faut éviter d'administrer la sulfadoxine pyrimétamine. Donc, on attend 16 semaines, 20 semaines pour commencer à le donner en prophylaxie. Donc, c'est un traitement intermittent. On ne sait pas ce qui se passe entre les prises. C'est pourquoi on insiste sur l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action associés à la prévention à la pyrimétamine. Et ici, c'est une phase de croissance active où toutes les perturbations des échanges placentaires vont retentir sur le fœtus. Parce que c'est une phase où le fœtus a une croissance qui va s'accélérer. Donc, s'il y a une perturbation des échanges photoplacentaires à travers ces phénomènes de cytoadhérence, d'ischémie, vous allez vous retrouver avec une cassure de la croissance fœtale et ça va créer des retards de croissance intra-utérin qui sont des sources de mortalité. C'est une étude qui montre un peu l'efficacité des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, une étude qui a été faite au Malawi et qui a été publiée en 2012. Et vous voyez, l'utilisation de moustiquaires va réduire de façon très significative la parasitémie périphérique, de façon très significative la parasitémie placentaire, et va réduire, mais de façon limite significative, pas significative, l'anémie maternelle, mais ça agit de façon significative sur la prévalence du faible poids de naissance. Donc, moustiquaire imprégné d'insecticides prévient le faible poids de naissance, donc par le biais de la réduction de tous ces phénomènes qui se passent au niveau du placenta et au niveau donc périphérique maternel. Cette autre étude montre un peu l'intérêt de l'utilisation des moustiquaires imprégnés seuls, de la sulfadoxine pyrimétamine seule ou bien de l'association des deux. Quand vous utilisez la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action, vous avez toujours une réduction significative. Vous avez une réduction significative avec la SP, 0,87%. Vous n'avez pas une réduction significative de la parasitémie périphérique avec la SP utilisée seule, mais vous avez une réduction très significative de la parasitémie périphérique quand vous utilisez une association moustiquaire imprégné et SP. C'est également valable pour la parasitémie placentaire. Donc, l'association SP et moustiquaire réduit de façon significative cette parasitémie placentaire qui va expliquer les troubles de la croissance chez le nouveau-né. Donc, vous verrez ici
qu'en ce qui concerne le faible poids de naissance, le retard de croissance, l'utilisation de moustiquaires seule n'agit pas de façon significative sur la prévalence du faible poids de naissance. Elle n'agit pas de façon significative donc, quand il s'agit de l'utilisation de la SP uniquement. Mais vous verrez que quand on utilise la sulfadoxine associée à la moustiquaire, on a une bonne action sur le faible poids de naissance. Donc, moralité, on est obligé de faire la prophylaxie avec ces deux moyens, dormir sous moustiquaire imprégné et donner de la sulfadoxine pyrimétamine. La chimioprophylaxie à la SP, donc je ne vais pas insister, on a vu son efficacité, mais son efficacité est démontrée quand elle est associée à la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action. Donc ici, quand on utilise, ce n'est pas valable dans nos pays parce que chez nous, on utilise la SP, c'est la sulfadoxine pyrimétamine. Il y a certains pays qui ont testé la pyrimétamine seule et d'autres, comme nous, ont utilisé le traitement préventif intermittent avec la sulfadoxine pyrimétamine. Et vous voyez ici, quand on compare ces méthodes, de cette chimioprophylaxie sur la parasitémie et l'évolution de la grossesse, vous voyez qu'ici, nous avons une prévalence beaucoup plus faible de la parasitémie maternelle quand on utilise le traitement préventif intermittent à la SP. Nous avons une prévalence plus faible au niveau placentaire de la parasitémie avec la SP comparée aux autres modes. Au niveau du sang du cordon, nous avons une prévalence 2 fois moins importante comparée à la pyrimétamine quand on utilise la SP. Et au niveau du nouveau-né également, nous n'avons pas de différence significative. Mais nous allons migrer un peu vers la morbidité par faible poids de naissance. Ici, on voit que la prévalence du faible poids de naissance est plus faible, mais les différences ne sont pas très significatives. Ici également, c'est la même étude, je ne vais pas trop insister, mais cette étude compare l'utilisation de SP versus pyrimétamine, donc le traitement, donc une chimioprophylaxie, ou bien une chimioprophylaxie versus absence de chimioprophylaxie. Donc, quand on compare les deux, vous voyez que l'action de la SP sur la parasitémie maternelle est faiblement significative, mais elle est significativement plus efficace que la pyrimétamine. C'est valable également sur la parasitémie placentaire et cette différence n'est pas significative qu'en ce qui concerne l'anémie maternelle, qui est importante parce qu'elle est source d'hypoxémie. Vous vous rappelez que si l'anémie baisse en dessous de 8, nous avons beaucoup plus de risques d'avoir un retard de croissance intra-utérin. Et nous avons un risque de prématurité qui est beaucoup plus important quand on compare la SP et la pyrimétamine. Au total, ce qu'il faut dire à travers cette méta-analyse, on a pu montrer que les interventions préventives entraînent une réduction de l'anémie maternelle de 38%. Préventive, ça veut dire SP et moustiquaire imprégné. Ça réduit le faible poids de naissance de 43%, proche de la moitié. Et ça réduit la mortalité périnatale de 27%. Et on sait que le faible poids de naissance est responsable d'une quantité très importante de décès dans nos régions. En conclusion, il faut dire que le paludisme au cours de la grossesse est responsable d'une forte mortalité, que ce soit maternelle ou fœtale, mais également d'une perte de productivité. C'est pour dire qu'il faut la prévenir, parce que la mère a une perte de productivité. Et ça, c'est important pour nos sociétés. Donc, son association avec la grossesse constitue un rythme maternel, fœtal et néonatal, et la prévention est essentielle. Je vous remercie de votre attention. J'avais juste une question à poser. C'était à savoir la place du test de diagnostic rapide. La place du test de diagnostic rapide dans le diagnostic du palu chez le nouveau-né. Okay.
Le test de diagnostic rapide, je pense que c'est la base du diagnostic du paludisme aujourd'hui dans tous les centres. Bon, il y a la goutte épaisse qu'il faut faire, le frottis, mais dans tous les centres, on peut avoir un diagnostic très rapide, donc avec ce test. Chez la mère, il n'y a pas de souci, mais sa sensibilité, elle est moins évidente avant 5 ans, on le sait. Donc chez le nouveau-né, nous, on ne le fait pas pratiquement. Mais chez la femme enceinte, il est recommandé de traiter sur la base plus ou moins d'une certitude. Si vous avez un test de diagnostic rapide, vous prouvez qu'il y a un paludisme, vous traitez. Si le test de diagnostic rapide est négatif, on se dit que ce n'est pas un paludisme. Donc ce sont les recommandations qui sont faites parce qu'avant, on traitait toute fièvre comme un palud. Et on s'est retrouvé avec des résistances. Donc de plus en plus maintenant, on a une vision plus ciblée des catégories de femmes enceintes qu'on doit traiter. Qu'est-ce que vous appelez test diagnostic rapide? C'est un test sérologique, hein, de prélever du sang et de le mettre dans un antisérum et puis ça précipite et puis ça. C'est le médecin même qui le fait. Parce que tous les médecins qui sont dans des centres de santé, je pense, font le test de diagnostic rapide. Nous, on le faisait, mais on a eu des ruptures de stock. Hein. Mais c'est destiné aux centres de santé parce que la plupart des cas de palu sont vus dans les centres de santé. Et c'est surtout pour insister sur le traitement correct des cas en périphérie, pour éviter qu'on ait des femmes qui arrivent dans des conditions très difficiles. D'accord. Par quel mécanisme la parasitémie diminue au fur et à mesure des grossesses? Non, c'est parce qu'au fur et à mesure des grossesses, les mécanismes de prémunition se mettent mis en place. Au fur et à mesure que vous êtes infecté, c'est comme vous quand vous résidez dans une endémie, vous voyez que vous ne faites pas de palu du tout. Vous voyez. Donc, il y a un phénomène de résistance qui se met naturellement au fur et à mesure que les femmes sont infectées au cours de la grossesse. S'il y a d'autres explications par rapport à ça,